Ce soir. Merci. Voilà, si on fait que ça. Jusque-là, ça va. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc, tu es là pour nous parler de... Bon, petit rappel rapidement. Hein. Tu es très impliqué dans la société civile et en politique, mais là, on parle essentiellement de l'association qui s'appelle African. A plus loin, free comme libre et Ken comme pouvoir. Comme Ken. Comme Voilà. Ken. Bon, alors de quoi il s'agit? C'est la suite, en fait, c'est Reach the Sun. African, Reach the Sun. Un libre peut décrocher le soleil. Eh ben, dis donc, joli, ça. c'est mignon tout ça. Et alors, en quoi ça consiste, African? Vas-y. African, c'est une association humanitaire. Je tiens toujours à préciser que c'est une association apolitique et religieuse, Oui. vu le nombre d'associations qui sont récupérées par les partis politiques. African, c'est une association donc destinée pour la Tunisie, mais aussi pour l'Afrique. Nous sommes fiers que ce soit la première association qui n'oublie pas le continent sur lequel nous sommes nés. On a toutes sortes d'associations, des associations avec les Japonais, avec les Canadiens, avec les Australiens, avec pas les très Américains. africain tout ça. Mais on a aucune association tunisienne. On oublie souvent que nous sommes africains. Ouais, Donc nous sommes des africains. Africains blancs. Et nous oublions souvent, c'est comme si nous avions le dos tourné et on regardait de l'autre côté de la Méditerranée. Donc African est là pour rappeler notre origine africaine. Et l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et On oublie souvent que Vas-y. Ifriqiya, c'était le premier nom de la Tunisie. Africain, oui. Et bien avant Africa c'était arabe, mais bien avant Africa, il y avait Africa, c'était romain. Et c'était la province romaine. Et avant les Romains, il y avait Carthagène, il y avait Hannibal. Hein. Là, on parle du nom qui ressemble à Africa. Et Je bon, parle des ça t'apprendra à suivre. Suivre sur Facebook À et... suivre. Alors, African, qui a monté cette association quand est-ce qu'elle est née? African, elle vient officialiser le travail de plusieurs jeunes qui ont travaillé dans le domaine humanitaire depuis les années 2000. Il y avait des actions comme pour les enfants nés sous X, les enfants malades. Il y avait des actions dans les villages de la dorsale tunisienne. Il y avait des actions bien avant la Révolution et des actions après. Bien avant la Révolution, on était devant l'impossibilité de créer une association vu que toutes les associations devaient être cernées par le gouvernement pour les subventions et les fonds qui leur arrivaient. Après la Révolution, on a décidé d'officialiser les choses et on a opté pour ce nom African qui rappelle notre origine africaine. Voilà. Et elle est, comme je viens de le dire, et je le répéterai toujours, purement humanitaire. Elle est née quand en fait cette association? Elle est née en 2011. En 2011. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes combien dans l'association? Nous sommes plusieurs. Nous sommes. Ça nous aide beaucoup. Nous sommes Je sais, je rigole. Nous sommes plusieurs dizaines de personnes. je parle pas des membres, moi je parle de Les membres ceux qui sont actifs. Hein. Les membres actifs, justement. Les membres actifs, on a peut-être 60 membres actifs. Ah, quand même. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, quelles sont les actions que vous avez mis en place qui sont en cours en ce moment, par exemple? On a un agenda 2012, il touche au social, il touche au sportif, il touche au culturel. Et notre but, généralement, c'est, je vais parler maintenant du culturel, notre but culturel, c'est de démocratiser, populariser au moins la culture dans les zones où cette culture se fait timide devant les besoins généralement primordiaux, primitifs, manger, boire, respirer. Se chauffer, se nourrir, et on Voilà. l'a vu dernièrement avec tout ce qui s'est passé. Hein. Voilà, donc on a un agenda. Pour l'agenda social, ça se limite pas aux dons ou aux collectes ponctuelles, parce que donner quelques couvertures ou des aliments à une famille qui est dans le besoin, ça va pas changer sa vie. Donc nous avons pensé à sortir 100 familles de la pauvreté avec des micro-projets. Nous pensons au long terme, parce que je reviens toujours au même exemple que je cite et je recite à chaque fois. C'est en donnant un poisson à un homme, il mangera un jour, apprenez-lui à pêcher, il mangera toute sa vie. Et c'est ça notre principe. Et même pour les handicapés, même pour les personnes qui sont dans le besoin, nous pensons toujours à des solutions qui sont plus radicales. Nous sommes en partenariat avec une autre association et nous pensons à un projet qui fera travailler 160 femmes, donc qui permettra à 160 familles de vivre. Le principe est simple, c'est aider des personnes dans le besoin pour monter un petit projet. Parfois c'est des micro-projets. C'est le principe de la microfinance qui a permis de sauver des centaines de millions de gens dans le monde, à partir du Bangladesh, de l'Inde, du Brésil. Et c'est les aider, les épauler les premiers mois, parce qu'ils ont rien. Au bout de 2-3 mois, le projet il est productif et il leur appartient. Ce projet, il fera travailler 160 femmes. Au bout de
3 mois, le projet deviendra productif. Chaque femme aura son métier à tisser qui lui appartiendra. Ce projet, ce sera son propre projet. Ça lui permettra d'avoir 1 ou 2 tapis par mois, et donc d'avoir un salaire fixe. Parce que, j'ouvre une parenthèse, excuse-moi d'interrompre, il ne s'agit pas de faire l'aumône, hein, c'est pas ça du tout, c'est vraiment d'accompagner les gens, leur donner éventuellement une formation, de leur donner les moyens de travailler et faire en sorte qu'ils aient leur propre matériel pour travailler et devenir indépendants. C'est ça le but de la manœuvre. Exactement. Le but, c'est si vous continuez toujours à aider les gens qui sont dans le besoin en leur amenant des aides ponctuelles, ça va pas changer leur vie. Donc il vaut mieux penser à des solutions radicales. Et en plus, il faut pas opter pour la solution facile. C'est-à-dire les gens seront toujours assistés si vous ne pensez pas à des solutions radicales. C'est peut-être qu'ils n'ont pas le choix. Donc effectivement, il faut leur donner maintenant le choix et pouvoir repasser à l'étape suivante qui est de se comment on appelle ça, se décoller tout seul, quoi. Je trouve plus le mot, mais c'est pas grave. Et notre grand projet, là j'ai juste introduit l'association, notre grand projet 2012, c'est le projet phare africain, c'est le centre pour déficients moteurs ou handicapés moteurs au nord-ouest. Et allez-y. Avant qu'on aborde ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est important, j'ai vu dans votre dans la présentation que vous faites, il y a effectivement une grande part qui est accordée aux personnes dites handicapées. Oui. Mais j'aimerais qu'on y revienne juste après. On va faire une petite pause musicale et qu'on revienne là-dessus, parce que j'aimerais creuser aussi le sujet. Okay. Et ensuite, j'aimerais qu'on voit avec toi, faire un appel à ceux qui nous écoutent, s'ils veulent participer, comment ils peuvent participer et dans quelle mesure ils peuvent le faire. Avec plaisir, oui. Je vous le rappelle, avec Amine Mener qui nous parle de l'association African, et on a publié sur le mur du On Air Live Show le lien de cette association, et il y a déjà pratiquement 5000 membres, 5000 personnes qui aiment ça. Et si vous aussi vous avez envie, ne serait-ce que de vous intéresser ou de les supporter d'une manière ou d'une autre, je vous invite à rejoindre leur fanpage qui s'appelle African. Si nos 5000 fans adhèrent... Voilà, si nos 5000 fans voulaient bien adhérer à African, ce serait... quelque chose de fantastique. Et puis moi je dis, quand il y a ce type d'associations qui sont en place, ce type de personnes qui veulent faire bouger les choses sans que ce soit rattaché à une orientation politique ou religieuse quelconque, c'est-à-dire de manière totalement neutre et simplement dans le but d'aider son prochain, quelles que soient ses orientations à lui, je trouve ça très très bien, et je comprends pas qu'on ne veuille pas faire plus de gestes pour ça. Bon, maintenant c'est sûr que c'est peut-être pas facile, on n'y pense pas beaucoup, il y a énormément d'associations, on le sait, il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin, ou qui soient d'abord en Tunisie et ailleurs sur cette planète. Quand on regarde un petit peu l'état du monde actuellement, à mon avis, ça fait peur. On va tous mourir un jour ou l'autre, mais c'est vrai que tel que c'est parti, c'est très très compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, heureusement que, et en Tunisie et ailleurs sur cette planète, il y a la société civile qui, elle, fait ce qu'elle peut pour essayer de maintenir à flot tout ça. Alors, on était avec Amine Mener qui nous a présenté African, qui nous a dit ce qu'il en était globalement. Et alors effectivement, c'est la finance de micro-projets, parce que l'idée c'est d'aider des familles à décoller. C'est pas à faire de l'aumône du tout, ou alors de leur apporter une aide ponctuelle. C'est effectivement les aider sur du long terme pour qu'ils puissent eux-mêmes décoller et à terme eux-mêmes aider d'autres personnes. Je pense que c'est la démarche. Et on a abordé un autre volet qui est l'aide aux personnes dites handicapées, ou alors je sais pas quel terme politiquement correct on emploie, mais en tout cas même l'handicap, c'est un terme médical, donc c'est pas péjoratif, mais il y a plusieurs versions. Il y a mobilité réduite, handicap physique, déficiente. Voilà, il y a 6 types ou 7 types d'handicap. Voilà, donc moi j'ai pas envie de heurter les sensibilités de personne, c'est juste que je connais pas tout le vocabulaire, et je l'emploie de manière totalement neutre et sans aucune arrière-pensée, loin de là. Donc là on parlait effectivement de l'aide à ces personnes-là, et tu as utilisé une phrase qui m'a beaucoup marqué tout à l'heure. Tu me disais, par exemple, tu citais le cas d'une femme qui malheureusement n'a plus ses jambes, donc elle fait 6 km par jour en sautillant sur ses mains, c'est ça ? Oui. Et ça ne sert à rien de lui apporter un fauteuil roulant. Et tu disais, les fauteuils roulants, l'Afrique est un cimetière à fauteuil roulant. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Voilà. Ils habitent dans des montagnes ou dans des endroits où il n'y a pas de route et il n'y a pas de machin. Donc ça sert à rien. Les fauteuils roulants ne tiennent pas et c'est cassé très vite. Exactement. Avant de parler de ça, je tiens à rappeler que 10% de la population mondiale souffre d'handicap. C'est un chiffre assez alarmant et parfois on le néglige. Une personne sur 110 a un handicap. Et ça fait 600 millions, 650 millions.
650 millions dans le monde vivent avec un handicap. Et chacun de nous, au cours de sa vie, il connaît un handicap. Et estimé à 7 ans. 7 ans de notre vie, nous vivons avec un handicap. Un handicap, ça peut être un handicap auditif, un handicap intellectuel, visuel. Même l'état pathologique ou la maladie, c'est une sorte d'handicap. Et je tiens encore à rappeler que 80% des handicapés dans le monde vivent dans les pays en voie de développement. Et lorsque la pauvreté vient s'y mêler, c'est encore une autre catastrophe. Et c'est le cas aussi dans notre pays. Une personne handicapée est une personne à part entière et cette équation qui est très simple n'est pas toujours évidente dans les pays du tiers-monde ou dans les pays du Sud ou les pays en voie de développement. Nous sommes un produit social et malheureusement dans nos sociétés, une personne handicapée, elle est toujours considérée comme une personne inférieure. Même les centres qui ont toujours existé pour les personnes handicapées, ce sont des centres qui traitent les handicapés comme des personnes marginales. C'est comme si c'était une réserve pour il y avait les réserves avant pour les Amérindiens aux États-Unis. Il y a les réserves pour les handicapés. Ce sont les centres hyper spécialisés, comme si ces personnes ne pouvaient pas avoir une vie normale. Vous parliez tout à l'heure de cimetières. À fauteuil roulant. À fauteuil roulant en Afrique, ben c'est vrai. L'handicap, malheureusement, il a une nationalité. Un handicapé suédois ne vit pas dans les mêmes conditions qu'un handicapé indien ou qu'un handicapé tunisien. Un Suédois, il a déjà son fauteuil roulant dès les premiers signes de son handicap. Il pense peut-être au design, au graphisme qu'il aura sur son fauteuil roulant. En Tunisie, il pense déjà aux besoins primaires. Je reviens toujours à la pyramide des besoins. Maslow, ouais. Maslow, voilà. Il pense toujours aux besoins primitifs et il n'a pas de chaise roulante. L'Afrique, pourquoi c'est un cimetière à chaise roulante? Parce que la femme dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle sautille sur les mains tous les jours pour faire 6 kilomètres. En lui offrant une chaise roulante, on pourra jamais changer sa vie parce qu'elle habite en montagne. Donc la chaise roulante ne lui servira absolument rien. La durée de vie d'un fauteuil roulant en Afrique ou dans les pays en voie de développement, elle est de quelques mois, de 2, 3, 4 mois. Alors que dans les pays développés, elle dépasse les 2 ans. Et là, c'est tout le contraste entre l'handicap des pays développés et l'handicap dans les pays en voie de développement. Je tiens toujours à rappeler que malheureusement, nous regardons les handicapés comme des personnes réduite, alors que le vrai handicap, c'est pas de ne pas marcher. Le vrai handicap, je cite des milliers de gens qui ont la vision indemne, qui voient le mal mais ne le regardent jamais, ou d'autres personnes qui ont la vie saine et qui entendent l'injustice et ne l'écoutent jamais, ou qui ont l'élocution indemne, encore une fois, et se censurent et refusent de parler devant cette injustice. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que même dans nos pays, à chaque fois qu'on parle d'handicap, c'est comme si c'était une personne qui a besoin de pitié, qui a besoin de notre pitié, alors que c'est pas le cas. Nous parlons toujours de besoin. Une personne handicapée, elle a besoin d'aller à l'école, elle a besoin de manger, alors que c'est pas un besoin, c'est un vrai droit. Je tiens encore une fois à rappeler que seulement 30% des pays dans le monde ont des lois antidiscriminatoires et ont des lois qui mettent en valeur le statut de la personne handicapée en tant que personne intègre, alors que ça n'existe pas dans notre pays ou dans d'autres pays. Le centre pour personnes handicapées que nous voulons construire, il est au nord-ouest. Il n'y a aucune structure pour les handicapés moteurs ou les déficients moteurs dans cette région. C'est un centre de coût dont le coût est estimé à 2,3 milliards, qui prendra en charge 48 personnes. C'est pas rien. Oui, c'est pas rien, qui prendra en charge 48 personnes et ce sera un centre de réinsertion professionnelle. C'est pas une réserve pour mettre les handicapés et les donc prendre en charge. Donc on leur apprendra des formations. Voilà, exactement. C'est pour prendre les personnes déficients moteurs avec des ateliers d'informatique, des ateliers de pâtisserie, des ateliers de gravure, des ateliers de secrétariat. Et ces personnes, au bout de 3-4 mois, ce sera des personnes comme tous les autres et ils pourront avoir un petit projet. Ils décolleront avec ce petit projet, ce sera des personnes à part entière. Je reviens toujours... un petit projet ou un emploi derrière. Oui. Un emploi derrière. C'est comme toujours le cas de 2 personnes que nous avons rencontrées et que nous suivons depuis quelques mois. C'est 2 non-voyants qui ont un bébé voyant. Et on avait écrit un truc, peut-être après on postera la vidéo. Et la vidéo, c'était ils ont